Alors bonsoir, merci d'être venus. Je vais vous lire un tout petit passage, une dizaine de pages, et ensuite on discutera un petit peu devant vous. Et j'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Donc c'est le deuxième chapitre du tome 3, et je ne vais pas le lire en entier, vous en faites pas, mais un peu le début, quoi. La Véro repasse le sac en papier craft du plat de la main, jusqu'à pouvoir le plier soigneusement et le ranger au-dessus des autres. Elle n'entendra plus, dans son dos, la gueulante du vieux, qui ne supportait pas de l'avoir porté tant d'attention aux piles d'emballage, alors que tout le reste de l'appartement se barre en couille. Ça le rendait dingue, qu'elle soit capable d'oublier le linge dans la machine à laver jusqu'à ce qu'il moisisse, mais que les sacs plastiques et papier soient classés par taille, couleur et matériaux dans le grand meuble du salon qu'elle avait vidé de toute la vaisselle, parce qu'elle avait trop de sacs. Chacun ses manies. Le buffet marron est bourré d'emballages. Maîtriser cet espace procure à la Véro un plaisir aussi intense qu'inexplicable. Il y a d'un côté les emballages à bulles, puis les papiers, les petits en plastique à côté des grands, et dans la dernière section, les très beaux sacs, ce qu'elle trouve dans la rue. Ils ont acheté ce meuble ensemble. Un jour qu'ils visitaient Emmaüs en banlieue, parce qu'un mec qu'ils fréquentaient leur bar y travaillait de temps à autre. C'était toute une expédition aller chez Emmaüs. Mais on y prenait l'apéro dans le jardin et ensuite, ils étaient tellement beurrés qu'ils rentraient sans savoir comment ils avaient fait. C'était l'été. Ils n'étaient pas partis en vacances, ils ne partaient jamais. Un coup de verdure, ça ne peut faire que du bien au moral, même si la Véro n'est pas très chlorophylle dans l'ensemble. Le bahut coûtait 10 €. Ils l'avaient acheté dans un état d'ébriété assez avancé pour être surpris qu'on le leur livre, quelques jours plus tard. Charles l'a toujours détesté. C'est vrai qu'il prend toute la place et qu'il n'a pas servi à grand-chose. Ils y ont d'abord entreposé des assiettes et du courrier et finalement, elle l'a réquisitionné pour ses sacs. Il est plein de tiroirs et d'étagères, parfait pour satisfaire à sa manie. Charles disait qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait le jour où elle l'a acheté, qu'elle avait tout manigancé. Et peut-être avait-il raison, le cerveau des gens qui ont des objectifs irrationnels a plus de profondeur de champ que celui de ceux qui fonctionnent normalement. Il a des coups d'avance. Il voit loin. C'est pareil pour l'alcool. Même quand elle veut arrêter de boire, elle voit bien que son cerveau s'arrange pour la mettre dans des situations qui ne lui laissent aucune chance. Et en général, tout ça se produit à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire qu'elle ne décide pas de boire. Mais elle se souvient qu'elle doit appeler ce vieil ami dans la détresse. Et c'est une fois qu'elle est chez lui qu'elle réalise que ce qu'elle est venue chercher, c'est une douzaine de pastis. Le cerveau des tarés est comme ça. Il ruse avec la conscience. Il arrange ses coups en loose de telle façon qu'on puisse obtenir exactement ce qu'on voulait en prétendant qu'on pensait à autre chose. Maintenant, elle peut faire tout ce qu'elle veut de son buffet. Elle peut même étendre son rangement à l'ensemble du salon si ça l'amuse. Il n'est plus là pour lui gueuler dessus. C'est fini les bagarres. Le vieux est mort. Il a fait ça bien, ce con. Il a glissé sans faire de bruit, une petite crise d'avertissement juste pour prévenir que quelque chose d'important se tramait. Il s'est écroulé au comptoir un début de soirée, s'est tortillé un moment sur le flanc en crachotant du sang, le temps que les secours arrivent, et il a bénéficié d'une courte semaine de rétablissement spectaculaire qu'il a mise à profit pour régler toutes ses petites affaires, comme s'il avait su, lui, qu'il était en train de tirer sa révérence. Une rechute foudroyante devant chez les huissiers, un AVC, un vrai. La Véro était avec lui. Juste avant qu'il s'écroule, ils étaient en train de s'engueuler parce qu'il voulait qu'elle lui prenne un tube de lait concentré Nestlé pour son café le matin et il pinaillait qu'elle n'en avait pas besoin, que c'était de l'argent foutu en l'air, que ça lui niquait l'estomac. Toujours le mot pour faire chier, le vieux. À l'hôpital, les infirmières les avaient regardés comme un vieux couple, que ça fait pitié de savoir que la mort va les séparer. Des alcoolos, soit, ça se repérait à leur tronche, mais des vieux qui se donnent la main et qui ne se lâchent qu'au dernier moment. Parce que Charles lui cramponnait la pogne comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il ne disait rien, mais elle voyait qu'il avait peur. Et elle n'avait rien trouvé d'autre à dire que « Ça va aller, mon bonhomme, tu vas t'en tirer ». De l'extérieur, c'est à ça qu'il ressemblait, un vieux couple qui se dit adieu. C'est ce qu'ils étaient au demeurant, mais l'harmonie n'avait jamais été leur point fort.
À la première attaque, celle qui ne l'avait pas emporté, la famille du vieux ne s'était pas précipitée à son chevet. La sœur avait quand même appelé pour prendre des nouvelles, mais apprenant qu'il était remis sur pied, elle n'avait pas daigné se déplacer. Tant mieux, c'est une conne. Les copains du bar étaient plus concernés. Le vieux Michel était venu le voir 2 fois. Il a revendu son bar, mais avant ça, Charles et lui avaient été copains comme cochons. Et le gros François, quand même, presque un ami d'enfance, un autre du Nord. Ahmed, qui avait travaillé au bar des Vosges quand c'était encore un bistrot convenable, était lui aussi venu jeter un coup d'œil. Il avait bien changé, comme tant d'autres. Maintenant, il ne boit plus d'alcool. Et il n'osait pas trop leur raconter ce qu'il devenait, mais ils avaient deviné. Il faut bien vivre avec son temps, il faisait la prière et le ramadan. Dans ce quartier, il était désormais devenu difficile de porter ce prénom et de vider une bière tranquille sans que personne ne vienne te faire la morale. Il y en avait d'autres, des compagnons de beuverie, qui, ayant appris par la bande, avaient promis de venir. À l'âge qu'ils avaient, ils ne faisaient pas trop d'illusions. Une attaque est généralement suivie de complications. Mais Charles n'a pas traîné. C'était une chance qu'elle soit là le jour où ça s'est produit. Merde. Le vieux est mort en lui donnant la main. Ça avait peut-être été le moment le plus tendre de toute leur histoire. Ce n'est pas le premier qu'elle voit clamser, mais ça fait quelque chose. Elle avait pensé, ce n'est que ça, c'est tout. Ce n'est rien du tout, mourir. On s'en fait tout un cinéma, mais quand ça arrive, c'est juste une légère détente. Bordel, ce qui peut être pressé dans les hôpitaux une fois que c'est constaté de libérer le lit, ce n'est pas l'empathie pour ceux qui restent qui les étouffe. On a beau savoir que pour eux c'est juste de la paperasserie, qu'ils en voient tous les jours, qu'ils sont surmenés, que c'est la crise et qu'il serait criminel d'occuper une chambre alors qu'on est officiellement décédé, on a quand même envie d'en coller un au mur quand il commence à s'activer pour ne pas perdre de temps avec un macabé. Ils ne lui ont pas laissé 5 minutes de tranquillité. Sur le coup, ça l'a choquée. Elle n'a pas gueulé. Mais depuis, les images la poursuivent. Et ils se sont jetés sur le corps froid comme si c'était plus rien du tout déjà. Pas plus important qu'un vieux frigo tombé en rade. Près de 15 ans avec ce con. À l'écouter ronfler toutes les nuits. Et ce soir, elle n'allait pas l'entendre remuer la maison. Ils auraient pu lui laisser un peu de temps. Question de décence. Mais des gens comme eux ont besoin de se dire au revoir, ne serait-ce que pour y croire. C'est fait. Ça ne bougera plus, cette bidoche-là. Ça ne gueulera plus, ça ne tapera plus du poing sur la table. Ça ne l'engueulera plus quand elle change de chaîne. Ça ne pissera plus à côté de la cuvette. Ça ne la traitera plus de grosse conne quand elle dit qu'Obama est séduisant. C'est fini. Il chantait l'International à chaque fois qu'il entendait le mot dette. Alors on ne pouvait plus allumer la télé sans qu'il chante. Mais c'est fini, ça elle reste. Même si c'était beaucoup de misère, leur vie ensemble, elle ne le détestait pas. Elle était déjà trop vieille quand elle l'a rencontré pour aller se raconter que c'était autre chose que quelqu'un à qui se raccrocher. Elle savait qu'elle le supportait uniquement parce qu'elle avait peur d'être seule. Elle avait passé l'âge, et depuis longtemps, de penser que l'amour était autre chose qu'une foutaise de plus, une connerie pour faire acheter des micro-ondes et des bagnoles à crédit. Elle lui reprochait tout le temps quelque chose. Elle savait que c'était des conneries, et pourtant, elle en aura passé du temps à ressasser devant l'évier de la cuisine la litanie des défauts qu'elle ne supportait pas chez lui, mais elle savait très bien que sans lui, elle déprimerait. Il se tapait tout de même de temps à autre de solides barres de rire. C'est qu'il n'engendrait pas la mélancolie, le Charles. Elle avait beau répéter le contraire à tous les gens qui voulaient bien l'écouter, leur cohabitation, ce n'était pas seulement une question d'économiser un loyer et de partager les frais de chauffage. À leur façon, ils ne s'entendaient pas si mal. C'était un gueulard, c'était un bagarreur. Elle pouvait lui balancer un pack de 12 en travers de la gueule. C'était pas le genre à se plaindre. Elle aplatit un sac en plastique rose. La matière est si fine qu'on peut voir à travers. Elle tire d'abord sur les anses pour qu'il prenne bien sa forme, puis le plie en 2 au milieu, puis en 3 dans le sens de la hauteur, et elle le range avec les autres. Maintenant que dans les magasins on ne donne plus les sacs gratuitement, sa collection prend de la valeur. Charles raffolait de la télé-réalité. Plus l'émission était conne, et plus il était content. Quand il tombait sur un programme où on exhibe des gens qui vivent en accumulant des objets,
qui rechigne à jeter ce qui peut encore servir, ce qu'on appelle les Diogènes. Il s'étouffait d'une quinte de tout tellement il était pressé de brailler. « Viens voir la grosse, viens voir comment on va finir si je te laisse faire comme tu l'entends. » Et après ça, pendant 3 jours, il passait derrière elle en surveillant ce qu'elle stockait. Il l'appelait Didine, diminutif de Diogène, et essayait de la forcer à acheter des emballages et d'autres choses potentiellement utiles. Mais ce n'est pas elle qui a un toc, comme ils appellent ça. C'est le monde qui l'entoure qui débloque à plein tube. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tout foutre à la poubelle? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est raisonnable. Elle écoute Barbara, dit « Quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu » Et ça lui tire une larme. Elle profite qu'il n'est plus là pour mettre de la musique. Charles n'aimait pas la chanson française, ni la poésie. Le vieux n'aimait pas... Au début, elle croyait que c'était parce qu'il ne se sentait pas capable de comprendre ce qu'il racontait, que c'était un complexe qu'il aurait fait, mais ensuite elle avait compris que c'était surtout pour l'emmerder, l'empêcher de mettre un peu de beau dans sa vie, que c'était pour lui garder la gueule dans la crasse et la merde, et que ça l'ennuyait qu'elle puisse accéder à des choses un peu plus belles que la rue d'en bas de chez eux. Elle avait fini par admettre qu'il n'y avait aucun complexe là-dedans, ni la volonté de la réduire au médiocre. Il n'aimait pas la musique et la poésie, il voyait ça comme de l'hypocrisie pour les bourges. Ses poèmes d'Emily Dickinson et d'Alexandra Pizarnik, ses disques d'Aznavour et de Léo Ferré, de la merde pour les bourges. Pour ça qu'il se la raconte, un enfumage, il voyait ça comme ça, le Charles. Pour le vieux, la vérité toute crue de l'humanité, c'était la boucherie. Il s'agissait juste de savoir qui a le droit d'exercer la cruauté sur qui. Tout le reste, selon lui, c'était de la poésie, donc de la connerie. Une façon de masquer l'odeur de cadavre qui accompagne l'homme partout où il se rend. Ah, pour être misanthrope, il était misanthrope. Elle range le sac, bien aligné, avec ceux du dessous, mais elle n'a pas le temps de refermer le tiroir qu'elle doit se précipiter aux chiottes. Elle dégueule de la bile, un vrai chemin de croix. L'alcool passe de moins en moins bien. Ça doit être le stress. Toute cette paperasserie qu'il va falloir remplir. Elle ouvre une nouvelle bouteille, parce qu'il n'y a pas de secret. Si on est malade d'avoir trop bu, il faut boire un peu plus pour remettre les tuyaux d'aplomb. Elle se sert un fond de verre, juste de quoi se mouiller les lèvres. Le vieux est mort. Elle est restée presque 15 ans avec lui. Ce qui fait que c'est pas difficile à calculer. Ça fait plus de 15 ans que tous les jours, elle se jure d'arrêter de boire. C'est plus de son âge, bon Dieu. Ça lui remue trop l'intérieur. Les meilleures choses ont une fin, généralement prématurée. La boutanche a été son amie, sa passion, et même son seul amour. Et même ça finit par lui poser problème. Tout ce temps avec Charles, elle aura fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Arrêter de boire, se remettre à étudier, se tirer, se larguer, se trouver une piole à elle, se faire une autre vie. Parfois, il était assez bourré pour que lui vienne l'idée de lui monter dessus, et quand il réussissait à bander, elle lui mettait des coups de pied pour qu'il la laisse tranquille. Mais il était de la vieille école. Ça lui paraissait normal qu'elle dise non et qu'il insiste quand même. Aujourd'hui, les gens ne sont plus comme ça, ils se sont civilisés. Mais dans sa génération, ils étaient des animaux. Ça la révoltait quand il réussissait. Enfin, tu vois bien que je n'y prends aucun plaisir. Il rigolait, je fais pas ça pour te faire plaisir, je fais ça pour me vider les couilles. Pas gêné, à l'ancienne. Avant lui, elle avait plutôt le goût des hommes jeunes et beaux. Avant lui, elle pouvait encore un petit peu choisir. Mais à partir de Charles, elle était trop abîmée pour prétendre obtenir qu'elle voulait. Bon Dieu, à quoi elle ressemble aujourd'hui? À rien du tout. Elle lui en voulait de ça, alors qu'il n'y était pour rien. Elle disait que si elle avait été heureuse avec lui, elle se serait arrangé le physique. Elle disait que si elle avait été seule, elle se serait mieux tenue. Elle se serait imposée des semaines de diète d'alcool, de gymnastique, de régime qui lui auraient été profitables. Maintenant qu'il n'est plus là, il va falloir qu'elle se trouve un autre coupable. Ou qu'elle aille faire une cure quelque part. Ça lui fait tout drôle de penser à ça. Elle n'en revient toujours pas. Elle se doutait de quelque chose. Mais elle ne s'attendait pas à une fortune pareille, et encore moins qu'il s'organiserait ce vieux dingue pour qu'il se paxe et qu'elle puisse prétendre à hériter de quelque chose, ni qu'il laisse cette lettre de malade avec sa vieille écriture déformée. Son écriture ressemble à son corps, de traviole qui ne marche pas droit sur la ligne. Chaque lettre est tremblée, les jambes de P dégringolant dans le vide et les barres de T dérapant vers la fin de la page. Une écriture
qui se débraillent, se contredisent, se délitent. Mais une écriture élégante. L'écriture de quelqu'un qui a voulu un jour écrire correctement. Et il a tout bien expliqué, tout bien calculé, le vieil idiot. Où était-il allé chercher la lucidité pour préparer son coup en douce? Elle n'en revient pas. Plus d'1 million. Déposé sur un compte. La somme est presque intacte. Elle a un peu de mal à évaluer les impôts de succession, mais ça n'a pas l'air faramineux. Si elle ne s'est pas gourée, elle perdra 20% de la somme. Il lui restera de quoi voir venir. Elle se doutait de quelque chose depuis un moment, mais elle n'avait pas fait le lien. Quand il lui a demandé de se procurer un acte de naissance pour aller se paxer au tribunal de grande instance, elle a cru que c'était la maladie, qu'elle avait peur d'être hospitalisée et qu'on ne la laisse pas venir lui apporter des cigarettes et des bouteilles. Il a insisté pour qu'on les paxe au plus vite, et elle a pensé, le cochon, il faut toujours que tu fasses des caprices. Jamais elle ne serait allée s'imaginer qu'il pensait à une succession. Comment aurait-elle conçu l'idée que cette vieille canaille soit à la tête d'une pareille fortune? Ça la surprend beaucoup qu'il ait tenu à ce qu'elle puisse toucher quelque chose. Elle sait qu'il haïssait sa sœur, et c'était peut-être ça qu'il avait en tête, éviter qu'elle n'hérite. Mais tout la surprend dans cette affaire. Ce n'était pas du tout le genre de leur couple, la tendresse et la générosité. Mais il faut dire qu'il avait changé sur la fin. Pas quand il a touché le gros lot. Elle est allée vérifier les dates. Le gros lot, ça a été les baskets. Les chaussures les plus laides qu'il était donné à l'homme de concevoir, il se les achetait de son plein gré. Il disait qu'on est bien dedans. Elle va rassembler cette collection de godasses et tout foutre sur le trottoir. Non. Il a changé plus tard, il a changé avec la bande. Quand elle a lu sa lettre de testament, elle s'est mise en colère. S'il y tient tant que ça au petit, pourquoi ne leur a-t-il pas demandé dès la première crise de venir le voir? Elle passait son temps à se foutre de lui avec ses amis, les fadas des villes qui vivent à la campagne. Ils auraient dû être là les derniers jours. Peut-être qu'ils seraient venus s'il les avait appelés. Pour des raisons qui lui restent obscures, eux aussi tenaient à lui. Et ça se voyait. Elle avait bien remarqué que quelque chose avait changé dans le budget. C'était d'abord le poulet qui lui avait mis la puce à l'oreille. Charles adorait le poulet. Il a ramené un poulet rôti à la broche de chez le boucher un dimanche, et la semaine d'après, il remettait ça, et celle d'après, de nouveau. Elle a tout de suite demandé « T'as carotté qui pour avoir encore de l'argent le 20 du mois ?» Il bottait en touche, il protestait, il avait fini par prétendre que le boucher lui faisait une ardoise. À Paris, à notre époque, une ardoise, non mais tu te fous de ma gueule. Elle s'était dit qu'il lui avait caché le gain d'une course au PMU. Ce n'était pas la première fois qu'il aurait fait le coup. Puis il avait découvert ces putains de baskets. Et il était devenu pire qu'une poufiasse en rute de shopping. C'était pas la même somme qu'un poulet, ces Nike. Hein. Elle s'était mise à le cuisiner plus serré. Là, c'était pas normal. Ça faisait trop longtemps que ça durait. Tout cet argent qui, d'un coup, lui poussait au bout des doigts. Et qu'il dilapidait. Mais Charles ne lâchait rien. Même ivre-mort. Même allongé dans sa pisse et dans son vomi comme il aimait tant le faire, au fond des chiottes des bars quand il fallait le chercher à la fermeture, il ronflait dans ses fluides et ceux des autres, pelotonné comme un petit chien, mignon, si on faisait abstraction des circonstances et de sa sale trogne de poivreau. Elle avait essayé, elle s'était mise à genoux à côté de lui pour lui caresser un peu le front, en changeant sa voix, imitant une voix de gonzesse maternante pour le désarmer et le faire parler. Ou d'autres fois, au réveil, elle lui sautait sur le râble, direct, agressive et menaçante, disant qu'elle savait tout, salaud. Mais il ne lâchait rien. Ce n'était même plus le frigo. Il y entrait des choses inconnues et surtout, le mois n'avait plus de structure. Qu'on soit le 5 ou le 30, le vieux allait s'accouder au bistrot avec la même constance et il n'entrait plus jamais dans ces crises de rage insensées qu'il avait quand tombait une facture qu'on n'attendait pas. Il grognait et c'était réglé. Elle voyait bien que ça ne se passait pas normalement. Elle se doutait bien de quelque chose. Mais cette somme, ah ça, non. Bonsoir à tous, bonsoir Virginie, merci pour la lecture de cet extrait, de ce portrait de Véro, la Véro, qui est donc l'un des personnages qu'on est content de retrouver dans ce tome 3 de Vernon Subutex.
tome 3 qui clôture la trilogie que vous avez entamée en 2015 et qui paraît à peu près juste 2 ans après le tome 2. Alors, je sais que certaines personnes dans la salle n'ont pas lu ce tome 3, donc on va essayer d'en parler sans révéler certaines choses qu'il ne faut pas révéler. Rappelons quand même en 2 mots que dans le tome 1, Vernon Subutex, qui était un ancien disquaire mythique de la place de la Bastille, se trouvait, de la place de la République, pardon, se trouvait jeté à la rue au fond par l'arrivée de la musique numérique et devenait peu à peu SDF après avoir erré de canapé en canapé chez d'anciens amis. Dans le tome 2, il se retrouve SDF au but de Chaumont et va se fédérer autour de lui une petite bande, donc tous ces gens au profil extrêmement divers, aux origines sociales extrêmement contrastées, vont former autour de lui la bande à Subutex. Et on va retrouver dans le tome 3 cette petite bande avec certains personnages périphériques, hein, comme Véro, qui au fond ne vont jamais faire partie de la bande. Mais le cœur de cette bande, au début du tome 3, organise des convergences, donc forme une espèce de communauté un petit peu étrange, communauté au seuil de laquelle on doit laisser son téléphone portable, tout son matériel numérique, hein, on doit être absolument déconnecté, et cette harmonie au fil du temps va se fissurer, notamment à cause de questions d'argent. Au fond, ce qui m'a frappé dans ce tome 3, c'est l'arrivée de l'actualité, en fait. C'est comme si l'actualité de ces 2 dernières années s'engouffrait massivement dans la vie de ces personnages. Alors on peut parler des attentats, bien sûr, mais aussi la crise des migrants, aussi Nuit debout à la fin. Est-ce que en écrivant, vous avez été rattrapé par cette actualité? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? C'était déjà le principe des 2 premiers tomes. C'était très contemporain, et il apparaissait déjà par exemple les manifestations contre le mariage gay ou certains scandales comme Cahuzac en fond, comme dans le 3e, c'est aussi un fond comme un décor ou comme un skyline, quelque chose derrière les personnages. Et donc dans le 3e, je connaissais un peu le principe que je devais suivre pour le rédiger, parce que c'était la suite. Et là, il s'est passé effectivement ces dernières années tellement de choses que d'une façon ou d'une autre, j'ai essayé de... On ne peut pas tout faire rentrer, mais de faire rentrer quand même des grandes dates, parce que c'était impossible, dans quelque chose aussi contemporain que Vernon Subutex, de faire l'économie, par exemple des attentats ou de la crise des migrants. C'était pas... Est-ce qu'au départ, en commençant le premier, vous saviez que c'était une trilogie, vous aviez tout le projet en tête, toute son architecture en tête? Non, et très souvent, en fait, j'ai une idée en tête de ce que je vais faire, et il se passe complètement autre chose. Et donc là, comme d'autres fois, j'avais une idée d'un disquaire qui allait perdre son appart et aller dormir chez des anciens clients. Et donc je pensais que c'est un petit livre que je vais écrire dans l'année très rapidement, c'est presque une nouvelle. Et puis en fait, je l'ai écrit sans trop me poser de questions. Et 2 ans après, quand je l'ai relu pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais plus de 1000 pages et que je n'avais même pas le... Enfin, c'était pas du tout ce que j'avais cru. J'avais beaucoup travaillé. Finalement, c'était très long et c'était plus difficile à organiser pour moi que les précédents, parce que c'était pas la même distance que ce à quoi j'étais accoutumée. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de le scinder en 2 avec l'éditeur. Et quand on l'a scindé en 2, je me suis dit, oh, mais je sais que j'ai envie d'écrire un tome 3, je sais ce qui se passe dans le tome 3, en fait, cette histoire se termine un petit peu plus tard. Et pareil, je me suis dit, pour le tome 3, je vais l'écrire très rapidement dans l'été, ça va apparaître 3 mois après. Et puis ça s'est pas passé comme ça, je l'ai écrit en 2 ans. Et ça s'est pas passé comme ça, pourquoi? D'une part, parce que c'est vrai que je prédis pas bien. J'aime bien faire des prédictions, mais elles sont... Et c'est vrai aussi que j'imagine toujours, parce que j'ai écrit, le premier roman que je l'ai écrit rapidement, et je suis restée, ça c'était il y a 25 ans maintenant. C'était Baise-moi. Mais je suis quand même encore dans l'idée qu'on peut écrire un roman en 3 semaines, ce qui est donc possible, mais en fait je ne l'ai plus jamais refait. Mais j'ai toujours cette idée techniquement c'est pas long. Et en fait, et aussi c'est vrai que donc c'est un peu plus long que je le crois, et après c'est vrai que des événements, le 13 novembre, je pense j'en ai parlé avec d'autres, pas seulement romanciers, mais aussi réalisateurs, où pendant quelques mois, même si tu travailles pas sur quelque chose de contemporain, tu es quand même désemparé de comment tu fais avec ça, ou enfin il faut un temps. Donc c'est même très rapide pour écrire sur une actualité aussi récente.
sur une actualité, c'est vraiment rapide, mais même pour écrire après une actualité aussi bouleversante, qui a autant de conséquences, dont on sait qu'il faut des années en fait pour que une onde de choc pareil se termine, quoi. Donc c'est vrai il y a un côté, il faut dire ce qui est, où on se demande un peu, c'est quelque chose d'un peu dérisoire d'un coup écrire. Enfin, on peut le prendre comme ça, on peut le prendre d'une autre façon. Moi j'ai tendance à le prendre en me disant c'est encore plus absurde après un événement, puis après petit à petit, parce qu'on est des animaux qui s'adaptent, on finit par recommencer quand même à faire ce qu'on était en train de faire. Et aussi, pour ceux qui ont déjà lu le tome 3, comme je savais ce qui se passait dans le tome 3 depuis le début, c'est vrai que le 13 novembre m'a particulièrement déstabilisé, parce que je me suis demandé si je refaisais pas complètement autre chose. Et puis je suis en fait, au bout d'un moment, j'ai recommencé à faire ce que j'étais en train de faire comme avant, mais il y a 3 mois déjà, là j'ai perdu pas mal de temps. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, quand on les considère un peu comme en une mini chronologique, elles ont été vraiment chargées, quoi. Si on revient à ce personnage de Vernon Subutex, donc il donne son nom à la trilogie, mais au fond, c'est comme s'il était une porte d'entrée dans d'autres milieux, dans des couches de la société. Et au fond, c'est comme si à un moment, il s'effaçait un petit peu. Enfin, il a un côté très, très plastique, très, très protéiforme, il s'adapte, il change. C'est presque un sofa. Et je me suis rendu compte d'à quel point ce personnage était passif quand j'ai vu les gens qui sont en train d'essayer de le travailler en série, la difficulté qu'ils ont avec ce personnage principal qui fait jamais rien, quoi. Mais dans le roman, moi je savais qu'il était un peu passif, mais quand ils ont commencé à me le dire, il est passif, je l'ai mal pris. Je me suis dit, ouais, c'est parce qu'il est pauvre que vous dites ça, ouais, alors. Et en fait, non, c'est vrai. Et le mec, il s'assoit et il regarde, quoi. Et c'est, pour moi, comme romancière, c'est génial de pouvoir mettre un mec quelque part, c'est un récepteur, il s'assoit et il regarde. Pour des gens qui doivent faire un film, je vous le dis, c'est pas facile. Et il est passif, mais en même temps, il change beaucoup au fil des tomes, puisque donc il est disquaire, il devient SDF, et puis après il devient une espèce de gourou. Après, il ressort un peu de la tête de l'eau, il redevient DJ, il se met à voyager beaucoup. Enfin, il a aussi des vies. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il s'adapte au contenant là où il est, parce qu'il décide, lui il va absolument pas être gourou, c'est quand même le groupe autour de lui qui en fait une espèce de leader passif, donc. Et après pareil, il est DJ, c'est parce que sa copine le met en situation de trouver des dates, parce elle peut trouver des dates, mais à chaque fois lui il est d'accord, il fait il le fait assez bien d'ailleurs à chaque fois ce qu'il a à faire, mais sans un enthousiasme. Il y a une sorte de dépression tranquille chez lui, quoi. Voilà. Mais au fond, cette dépression tranquille, c'est aussi celle de toute une génération, parce que l'évolution de Vernon Subutex, c'est celle de la génération du punk rock, et puis soudain qui va voir tout son monde s'effondrer, notamment par cette arrivée de la dématérialisation de la musique. Et là, c'est un monde qui s'écroule. Les tribus aussi, on a l'impression, ne sont plus les mêmes. Oui, et puis lui, il est extrêmement passif, mais finalement, de tous les personnages qui l'entourent, c'est un des plus vertébrés, au sens c'est un des seuls qui a finalement une échelle de valeur de laquelle il dérogera pas, à laquelle il dérogera pas, il a une sorte de sens de l'humour qui va pas changer, alors que tous les gens autour de lui, quand même, en fait, changent complètement, paraissent moins construits finalement. Lui, dans sa passivité, il a une certaine constance et une certaine cohérence finalement, quoi. On dit souvent de cette trilogie que c'est la grande fresque balsacienne. On parlait tout à l'heure aussi, avant de commencer, de Robert McLiam Wilson, pour le côté social, hein, au plus proche de ce que McLiam Wilson appelle les dépossédés. On pourrait dire que c'est le roman des vaincus, au fond, que vous faites. En tout cas, Vernon, le personnage, oui, c'est vraiment des vaincus. Et en tout cas, le personnage, il n'y a pas que des vaincus, il y a aussi il y a des gens, j'espère, qui sont assez différents les uns des autres, et aussi socialement différents les uns des autres. Mais c'est vrai que c'est lui, le personnage de Vernon, c'est vraiment un vaincu, mais de qui je me sens, et je crois que c'est évident quand on le lit, très très proche, et sans jugement sur. Mais effectivement, tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a essayé, non seulement tout a échoué, mais même tout a disparu, quoi. Il est comme un fantôme presque, parce qu'il appartient à une époque qui a complètement qui a évolué tellement vite que lui se retrouve comme même plus que vaincu, ou même un peu oublié, quoi. C'est vraiment mais aussi un vaincu. Et c'est vrai qu'il est aussi entouré d'énormément de gens qui font partie de la catégorie des vaincus, socialement vaincus au début du XXIe siècle. Oui.
Et même ceux qui au départ, ne sont pas forcément des vaincus, enfin, je pense aux personnages de bourgeoises, vont se retrouver déclassés petit à petit. Enfin, ils ont tous quand même quelque chose qui cloche. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose, ça c'était plus le point de départ quand j'ai commencé le livre, quelque chose moi qui à ce moment-là m'intéressait avec Paris, c'est que même les gens extrêmement protégés, qui ont énormément de chance, même ceux-là étaient totalement déprimés, je trouvais. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais il y avait quelque chose, même ceux, franchement, qui n'ont pas à se plaindre, et d'ailleurs qui ne se plaignent pas forcément, mais il y avait quelque chose, c'est comme s'ils avaient raté leur vie. Et donc c'est comme si un peu on était tous perdants au final, même ceux qui ont été les gagnants à la loterie sociale, même ceux-là n'avaient pas l'air contents à la fin de la journée, quoi. L'idée, c'était vraiment d'écrire un livre sur Paris au départ. Bah, c'est pas ce que je me suis dit, mais que si je regarde ce que j'ai fait, c'est un roman sur la capitale, parce que c'est vrai que c'est un roman, il ne se passerait pas de la même façon en province, il ne se passerait pas de la même façon dans un autre pays. Donc c'est vraiment un roman qui, en tout cas, qui commence dans une capitale qui, pour moi, a traversé vraiment une dépression. Ça veut dire, une dépression, c'est aussi quand on se suicide beaucoup en Suède. Il n'y a pas tellement de raisons de se suicider en Suède, moins qu'au Rwanda, et pourtant ils se suicident beaucoup plus là-bas. C'est-à-dire vraiment des gens, on n'avait pas à se plaindre, mais il me semble qu'on a été à un moment donné une ville totalement déprimée. Et c'est tous ces personnages que vous décrivez, donc on l'a dit, qui sont vraiment divers, sont des personnages qu'on ne rencontre pas dans le roman français contemporain, pas ou peu, pour diverses raisons. Comment expliquez-vous ça ? Qu'on ne les rencontre pas dans le roman français, mais en tout cas moi ça m'a frappé. Alors j'ai écrit Vernon avant, mais là depuis 2 ans que je lis énormément de romans français appartenant à des jurys littéraires, donc à chaque rentrée j'en lis quand même vraiment, et ça me choque l'absence de la crise. La crise n'est pas arrivée, alors évidemment si on prend, c'est pas tous les romans un par un, mais dans l'ensemble des romans il n'y a pas de crise. Il se passe plein de choses, notamment dans les familles. Mais il n'y a pas de crise, et je crois que ça s'explique parce que les éditeurs qui choisissent, enfin les comités de lecture qui choisissent les livres sont des gens effectivement que la crise n'a pas balayé, alors qu'elle a balayé toute une autre partie de la population, quoi. Et j'imagine, parce que ça m'arrive quand même de réfléchir à pourquoi Vernon ça se passe aussi bien, j'imagine qu'une des raisons pour lesquelles Vernon a été aussi, le roman a été aussi bien accueilli, c'est que c'est effectivement un des rares romans médiatisés qui tient compte, il s'est quand même passé quelque chose en 2008 qui a changé nos vies, qui a changé l'Europe, qui a changé le monde et le monde aussi qui change et qui nous change par ricochet. Mais j'ai la sensation que dans le roman français, c'est quand même un roman essentiellement publié par une classe sociale très particulière, et effectivement la crise n'intéresse pas beaucoup cette classe sociale, quoi. Et vous disiez tout à l'heure, je ne juge pas mes personnages. Enfin, c'est quelque chose qui apparaît de manière très forte. Il y a une empathie. Enfin, on l'a entendu comme avec le portrait de Véro tout à l'heure. Il n'y a pas de position de surplomb. Alors à la fois c'est vrai, à la fois on sait bien que c'est pas vrai, parce que c'est quand même dans les faits, les gens qui disent des choses crétines sont un peu plus crétins que les autres, en vrai, dans le roman, parce que c'est quand même moi qui. Mais c'est vrai qu'il y a j'ai la sensation, moi, de connaître énormément de gens qui ont changé d'une façon qui m'a beaucoup surprise. Et certaines de ces personnes sont des proches, et donc j'ai pas perdu mon affection pour eux entièrement en les voyant partir dans des délires, par exemple notamment racistes, mais pas seulement, aussi d'autres délires par moments. Alors il y en a, ça coupe quand même l'affection, puis d'autres c'est plus compliqué parce qu'on les connaît tellement bien qu'on comprend ce qui s'est passé petit à petit. Et il y a tellement de gens autour de moi qui m'ont surpris politiquement, je pense qu'il y a ça. Donc déjà une façon de rendre compte de... ouais, j'ai compris, je suis pas d'accord, je trouve ça... moi j'ai un jugement moral et politique là-dessus, mais je comprends ce qui s'est passé ces 15 dernières années, ça s'est passé petit à petit, je l'ai vu venir, je l'ai vu monter. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui nous arrive, qui n'existait pas avant, qui est Internet, et que via Internet, on a accès... il y a 20 ans, pour les gens comme moi qui ont connu le monde avant Internet, on n'allait pas lire Minute tous les matins. Donc on ne savait pas ce que pensaient les gens d'extrême droite. J'allais pas dans un bar de fachos, écouter les fachos au comptoir, délirer toute la soirée, jamais. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, on sait ce que pensent les cons, enfin les gens avec qui on n'est pas d'accord du tout. Et je pense que ça change aussi, parce qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de se dire, donc c'est quand même aussi une histoire, ok, on se raconte vraiment pas la même histoire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se réconcilier, se faire des bisous, mais il y a quand même aussi quelque chose, ok, c'est juste une histoire de narration, on se raconte pas du tout la même histoire, et on est plus obligé, je trouve, de le prendre en compte avec Internet, parce qu'Internet nous a mis en proximité avec des gens. Avant,
Je savais pas ce qu'ils avaient en tête, moi. Et donc c'est comme ça que vous avez procédé pour rentrer dans tous ces milieux aussi différents. Mais il y a aussi des gens que des gens que j'ai écoutés. Il y a des gens que j'ai écoutés parce que j'écoute et que je dois écouter sans manifester trop de désapprobation pour qu'on me parle autant. Mais aussi, ouais, je suis allé beaucoup. Et par exemple, pour les rédactions des tomes 1 et 2, je suis allé énormément sur les sites d'extrême droite. Raconter, par exemple, quand ils viennent dans le tome 1, à la fin du tome 1, visiter les SDF un par un pour leur donner des couvertures en leur disant mais si t'étais un étranger, ça t'arriverait pas, t'auras un logement. C'est vrai, ça je l'ai pas, ça on me l'a pas raconté, ou je l'ai lu sur internet. Ça, à ce moment-là, ça avait l'air d'être une obsession chez pas mal de jeunes en province et à Paris, d'aller voir des SDF pour leur dire si tu t'appelais Mohamed, t'aurais une super villa, t'aurais le chauffage, 4 salles de bain, parce qu'on sait bien que tous les réfugiés en France sont logés dans le luxe, alors que les pauvres Français, on les laisse crever juste parce qu'ils sont Français. Et ça, c'est parce que ça, moi, je l'aurais pas inventé. J'aurais pas. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Internet, et de la même façon, Internet est un lieu où l'extrême droite se déploie énormément, ou des gens même qui s'identifient pas comme étant d'extrême droite, mais qui finissent par amalgamer tellement d'éléments du discours d'extrême droite que ça devient un discours. Donc oui, Internet. Et je pense aussi que c'est ça, j'aurais pas fait une enquête, j'aurais pas infiltré le Front National, donc ça aurait été impossible il y a 20 ans. C'est quelque chose qu'on peut faire grâce ou à cause d'Internet. Il y a Internet, mais en lisant certains passages, on a l'impression que vous écrivez à l'oreille aussi. Faut bien que j'ai une qualité quand même, et comme c'est pas mon extraordinaire maîtrise de la langue française, j'ai une écoute, ouais, j'ai une écoute. On parlait tout à l'heure de ces convergences qu'organise la bande à Subutex au début du tome 3. Qu'est-ce que c'est exactement ces convergences ? En vérité, c'est des booms dans la campagne. Ce n'est même pas des rêves, les pauvres. Et j'aimais bien l'idée que ce soit un peu dérisoire. J'aimais bien l'idée qu'ils mettent toute leur énergie. Parce qu'en fait, c'est tous les 2 mois, ils sont une centaine, 200 à danser au même endroit toute la nuit. C'est un peu plus mystique que ça parce qu'ils dansent. Il y a Subutex justement qui déploie quelque chose. Il y a aussi des bandes de l'ancien musicien Alex Beach qui apparemment travaille sur des ondes sonores qui hypnotisent le groupe. Et puis après il y a aussi tout un truc où ils sont dans une narration, ils croient, ils sont dans une ferveur, donc ils sont comme s'ils avaient pris des drogues sans drogue. Mais en fait, ce qu'ils font, donc, c'est s'arranger pour trouver des endroits différents tous les 2 mois hors ville où ils vont danser tous ensemble. Et j'aimais bien l'idée, je l'aime toujours bien, j'aime bien l'idée que ce soit un peu dérisoire et qu'on mette tout son effort dans quelque chose d'un peu dérisoire et de complètement gratuit en tout cas. Il fallait quitter Paris à un moment ? Il fallait que la bande à Subutex quitte Paris ? Il n'y a pas d'endroit dans Paris pour faire quelque chose sans être vu, sans être surveillé, en inventant autre chose. C'est physiquement, il n'y a pas d'endroit. J'ai vraiment pensé à un moment donné les mettre sous-sol, mais je me suis dit, tout un roman sous-sol, ça va quand même, les catacombes, ça va 2 minutes, quoi. Donc je les ai emmenés en dehors de Paris, parce que dans Paris, j'arrive pas à imaginer des endroits où ils auraient pu ne serait-ce que s'installer sans payer. Ils peuvent faire, s'ils veulent être 4 et danser un peu autour de la Villette, ils peuvent, mais sans, c'est possible. Ce sont des bouts d'écouter, voilà, on doit laisser son téléphone portable à l'entrée, alors qu'on est en plein dans l'ère numérique et que la plupart des personnages sont complètement accros au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Oui, puis que c'était vraiment omniprésent dans les 2 premiers tomes. Internet, Facebook, WhatsApp, les téléphones. Et là, ça m'intéressait aussi de les déconnecter. Parce que je crois effectivement que je crois que c'est important d'essayer de faire d'autres choses ensemble que ce qu'on fait pour le moment, je le crois, et des choses même puériles, simples, gratuites. Je pense que quelque chose d'important passera par là. Et je pense aussi effectivement que si on veut ne pas être totalement surveillé, on sera obligé par moment d'apprendre à laisser nos téléphones avant de se déplacer, parce que sinon, et ça je pense que je ne suis pas la seule, on est nombreux à avoir changé ces 2 dernières années énormément sur le rapport qu'on a aux technologies, notamment au téléphone, et qu'est-ce que le téléphone permet comme surveillance. Et donc c'était important. Enfin, là c'est un personnage qui est paranoïaque qui fait qu'elle demande à ce que tout le monde laisse ses téléphones, et les gens le font, mais c'est vrai que c'est un espace dans lequel on n'envoie pas de texto, on ne se photographie pas, personne ne sait où on est et on ne peut pas écouter ce qu'on fait. C'est un espace dans lequel on a laissé les téléphones à l'extérieur.
Parce que cette question de numérique est vraiment importante dans les 3 romans. Alors, elle est d'abord importante parce qu'en effet, c'est le basculement, c'est un changement de monde, hein, la fin de la musique telle qu'on la connaissait. Et puis parce qu'en effet, tous les personnages se positionnent par rapport à cette question du numérique. Si on réfléchit aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On se positionne tous par rapport à l'usage qu'on fait du numérique, on n'est pas défini que par ça, mais on est défini tous énormément par ça. Et c'est vrai que si on imagine un espace où pendant 2 ou 3 jours, on n'aurait plus de téléphone, je ne sais pas si vous faites l'expérience parfois d'être sans téléphone, et moi je le fais quand je suis en Espagne parce que je n'ai pas de téléphone là-bas. Les premiers jours, réellement, on a comme on a physiquement le geste d'aller chercher son téléphone toutes les 5 minutes. Alors que je ne me rends même pas compte moi quand je suis dans Paris, mais physiquement, dès qu'on attend quelque part, on a tendance à sortir son téléphone. Dès qu'on cherche un endroit, on a tendance à sortir son téléphone. Si quelqu'un est en retard, on a tendance à sortir son téléphone. Si on prend le bus, et je crois que très rapidement, on entrera dans des espaces où on décidera de laisser les téléphones, de les reprendre en sortant, hein, parce que je suis la première à apprécier l'outil téléphone, mais je crois qu'on va très rapidement apprendre à passer du temps sans... Parce que ça change énormément nos rapports, c'est vrai. Pourquoi ça ne fonctionne pas, cette harmonie, cette communauté créée par la bande à Subutex? Ils sont rattrapés par le monde extérieur, ils sont rattrapés par les contingences matérielles, par l'argent qui va mettre le bazar, au fond? C'est comme l'amour, ça marche le temps que ça marche, et puis après ça se complique, et là c'est un peu une histoire d'amour de groupe. C'est une équipe qui se forme, chacun dans cette équipe peut apporter quelque chose et apporte quelque chose, et en même temps pendant assez longtemps ça marche pratiquement 2 ans, et à un moment donné effectivement ça se délite. Alors pourquoi déjà parce que si ça se délite pas, qu'est-ce que je peux écrire comme roman? Je serais bien embêtée parce que parce que je les ai fait, les pages où ils sont dans la nature, ils sont contents. Bonne chance, je préfère quand même quand ils se passent des trucs parce que c'est exactement ça, ils coupent du bois. Il faudra autre chose que ce que j'ai pour que ça marche. Mais aussi c'est vrai que c'est difficile. À la fois, c'est difficile de rencontrer un groupe qui marche et qui nous rend heureux et qui marche comme une histoire d'amour marcherait, une histoire d'amitié vraiment à plusieurs. Mais c'est difficile encore plus à faire durer. Et là, eux, ils ont cette recette-là, ils n'ont pas. Ils ont d'autres recettes, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres capacités, mais cette recette de comment est-ce qu'on fait pour le faire durer, ça, ils l'ont pas. Parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est une espèce d'utopie à l'échelle très réduite, une espèce de micro-modèle de société qui arrive très peu de temps, mais à fédérer des gens extrêmement différents. Oui, et pas contre quelque chose. Parce que c'est vrai qu'une des meilleures façons c'est pas si évident non plus, mais une des meilleures façons de se fédérer, c'est de se fédérer contre un ennemi commun ou pour la défense, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, contre la construction de quelque chose. Et là, il y a une tension commune contre quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre aussi du collectif qui arrive pour que ce soit intéressant. Mais il y a là, ils n'ont pas d'ennemi commun. Ils sont ensemble uniquement pour faire arriver quelque chose de positif, mais d'assez... donc, comme je l'ai dit au départ, d'assez futile, d'assez léger, quoi. Et ça suffira pas. Voilà, quoi. Et puis il y a ceux qui ne rentrent pas dans ce groupe. Donc il y a Véro, on l'a entendu. Il y a aussi ce duo formé par Céleste, qui est une serveuse tatoueuse, et sa copine Aïcha, qui est donc la fille d'une ancienne star du porno qui est morte dans des conditions tragiques et qui se convertit à l'islam assez radical. Donc elles forment toutes les deux un attelage assez improbable au départ et auquel on va complètement s'attacher. Comment avez-vous conçu ces personnages périphériques qui vont prendre énormément d'importance? J'en ai conçu plein, il y en a qui sont restés, parce qu'en fait il y a énormément de personnages qui ont disparu des tomes parce qu'ils prenaient trop de temps et ils ralentissaient au lieu de... Enfin, il me semblait qu'ils ralentissaient. Et puis il y a ceux qui sont restés. Et là, c'est ceux... Et je sais pas, c'est pas du tout exhaustif. C'est-à-dire, il n'y a aucune volonté chez moi aucune ambition de représenter toute une société blanche, contemporaine ou même non blanche, parce que Aïcha n'est pas... Mais c'est ceux que j'ai trouvé qui émergeaient bien, auxquels je croyais assez pour les garder dans le roman jusqu'au bout, quoi. Parce que, par exemple, mais j'aime bien effectivement qu'il y ait des gens qui sont
hors du groupe, complètement, qu'il y ait des gens qui soient légèrement dubitatifs par rapport au groupe, parce que ça me permet, moi, d'exprimer des choses que je pense sur le propre groupe que j'ai créé. Mais j'aime bien aussi des gens qui soient complètement contre, parce que ça me paraît intéressant dans un roman de pouvoir développer cette idée que, ok, ce groupe marche pour ceux qui sont dans cette équipe, quoi, marche pour ceux qui appartiennent à cette aventure. Pour les autres, effectivement, c'est un ramassis de vieux tarés qui font des booms. C'est-à-dire, il faut croire en la magie pour qu'il y ait un peu une magie, sinon, effectivement, si tu te recules... mais ça, je crois que tout est comme ça. Si tu crois, si t'es pas dans la ferveur et dans la magie, et que tu te recules un peu, que tu veux regarder les choses avec cynisme, tu peux toujours... tout peut devenir ridicule. Qu'est-ce que ça représente pour vous, enfin, l'idée de faire communauté avec d'autres gens, alors autour de la musique, autour d'autres choses? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que probablement c'est une des choses qui me manque le plus, et je trouve que c'est des expériences collectives. Je l'ai déjà dit hier, mais c'est vrai, ça veut pas dire que je suis pas en train de faire un appel pour qu'on me dise après, mais viens dans notre groupe. Je cherche pas un groupe non plus comme à être adopté, quoi. Mais si je fais un bilan, et ça vient aussi du fait d'écrire quelque chose qui suppose qu'on reste beaucoup chez soi seul. Mais si je réfléchis à ce qui me manque et pourquoi, par exemple, régulièrement je fais des films. Alors que ça m'intéresse pas plus que ça en fait, mais ce que je cherche non mais c'est vrai, c'est les groupes, c'est un travail à un moment donné, il y a une dynamique de groupe parce que c'est justement avec l'amour, c'est un des trucs les plus cool d'avoir son groupe et d'avoir ça, les gens avec qui on est bien au moment où on est bien avec eux, c'est un des trucs les plus pas seulement protégeants mais aussi stimulants. Et il y a des expériences les plus gaies. Si je réfléchis à ce qui m'est arrivé dans ma vie, quelques-uns des moments les plus gais et heureux, ça a été des moments de groupe. Et donc c'est pour ça que j'en écris un dans les livres, comme j'en avais pas un dans ma vraie vie, j'en ai fait un dans les livres. Et c'est pas un hasard que ça se passe autour de la musique. C'est vrai que je pense que la musique, c'est quand même dans la culture et l'art du XXe siècle, c'est quand même quelque chose d'un art très particulier. Pour plusieurs raisons, mais par exemple par rapport à la littérature, c'est quand même ce qui émerge des endroits les plus pauvres, les plus sordides, là où il y a l'oppression la plus terrible, va émerger régulièrement, alors pas émerger que ça, mais va émerger aussi la meilleure musique. Et ce qui est... moi, ce qui m'intéresse, me trouble, c'est que non seulement elle émerge des endroits, donc des fils d'esclaves américains, de Detroit, cité ouvrière américaine ultra pauvre, de l'Angleterre détruite par Margaret Thatcher. À chaque fois émergeront des groupes de Liverpool, qui est quand même un endroit, mais ça devait être terrifiant de naître à Liverpool. À chaque fois va émerger une musique extraordinaire des endroits les plus défavorisés, ce qui n'est pas le cas pour la littérature ou pour le cinéma ou pour le théâtre, c'est autre chose. Et en plus, c'est une économie qui va se déployer à chaque fois avec les pires crapules. C'est la mafia américaine qui va permettre l'essor de la musique. Donc je trouve que c'est quelque chose de beau et de puissant et de réellement spirituel qui se développe toujours dans la merde la plus crasse, quoi. Et c'est vraiment quelque chose de la musique Et là, je parle de la musique populaire, enfin de la musique électrique du XXe siècle. Je parle pas de la musique depuis le début de la création de la musique, mais la musique telle qu'on l'écoute aujourd'hui, la musique pop, ce paradoxe me plaît et me trouble. Et c'est pour ça qu'ils sont autour de la musique et pas autour de la poésie. J'aime beaucoup la poésie, mais la poésie, c'est pas pareil. Et au fond, quelle que soit la musique, puisque même si le punk rock est remplacé par la techno ou par le rap, enfin, on fait communauté de la même manière. On fait communauté, et on peut étudier l'histoire de la musique en le prenant comme ça. Où est-ce que c'est le pire je parle du monde tel qu'on a connu dans le XXe siècle, parce que je ne sais pas si en Tchétchénie en ce moment, et ils sont en train de faire une super musique, mais les États-Unis et l'Europe, le XXe siècle, à chaque fois qu'un endroit a été vraiment dévasté, a émergé une musique sublime, la musique gitane espagnole, et pourtant les gitans espagnols, ils ont pris et ils ont fait une musique sublime. Les dictatures les plus terribles en Amérique latine ont fait émerger au XXe siècle des musiques inouïes de beauté, quoi. Et c'est comme si la musique, à chaque fois, c'était, et je ne sais pas pourquoi moi, mais avait émergé vraiment des situations les plus... alors pas de chaque situation, il n'y a pas un blues de Buchenwald, mais de nombreuses situations atroces. Non, mais c'est vrai, je dis pas que c'est systématique, mais non, souvent on peut quasiment regarder l'histoire de la musique comme là où vraiment les gens ont souffert, a émergé une musique extraordinaire, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ça me fascine.
Je parlais tout à l'heure du duo formé par ces deux filles, Céleste et Aïcha, qui vont ensemble accomplir une vengeance, on va dire ça comme ça, mais qui vont être punies assez rapidement. Enfin, si on compare ces deux filles avec les filles de Baise-Moi, elles sont moins radicales déjà. Ouais. Oui, mais parce que peut-être qu'elles n'ont pas les moyens de l'être. Aller lui mettre une petite trempe ou je sais pas quoi, il serait plus là. Il y aurait pas de troisième tome. Hein. C'était fini. Donc non, elles sont moins radicales, elles sont plus articulées. Ouais. Puis elles y vont moins franchement. Ouais. Elles sont. Alors peut-être qu'elles suivent un cheminement qui est parallèle au mien, mais elles sont encore énervées, elles sont indignées, elles sont capables de passer à l'attaque, mais elles tuent personne. Elles tuent personne, mais en même temps, elles vont payer très cher. Voilà, elles auraient dû être plus radicales. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ce qu'on se dit, au fond. Ouais, vu ce qu'elles prennent, ouais, c'est vrai. Ouais. Comment écrivez-vous? Parce que, enfin, il y a à la fois l'ensemble, tout le mouvement d'ensemble, et puis une manière de rentrer complètement dans chaque scène, dans chaque personnage, qui fait qu'au fond, quand on est dans un portrait ou chez quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, on oublie tout le reste. Et puis après, le surplomb et l'ensemble revient comme une vague. Mais comment vous faites ça? Est-ce que c'est du montage? C'est comme un collage. C'est de la relecture et c'est aussi, ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir compris ces dernières années. Je sais que le lecteur va se débrouiller très bien. Ce que j'aurais pas cru il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me serais imaginé que si je passais d'une petite situation et que j'emmenais le lecteur en tant qu'auteur sur 15 pages dans une petite cuisine, après il allait plus comprendre. Et en fait, ce que je crois que là, je suis en train de comprendre avec l'âge, c'est que le lecteur se débrouille très bien et je peux faire ce que je veux. Je le sais, c'est en tant que lectrice que j'ai compris ça, c'est qu'une fois qu'on réfléchit un peu comment sont fait les livres qu'on aime, on se rend compte que l'auteur a toute liberté en fait, une fois qu'on est d'accord pour le suivre. Bon, il faut quand même qu'il respecte quelques conventions pour qu'on comprenne ce qui se passe, mais on peut effectivement partir 35 pages sur l'Aveyron et des délires totalement insensés de l'Aveyron, parce que là, je vous ai le début d'un chapitre, mais après, elle va partir sur les réfugiés pendant des pages, et effectivement, ça n'a aucun rapport avec rien. Mais je crois qu'en tant que lecteur, on s'en fout. Et c'est ça a été ma grande découverte de ces 10 dernières années, c'est que le lecteur fait très bien son boulot et que donc on peut lui faire confiance et qu'on peut se permettre de faire ce montage c'est presque une juxtaposition de nouvelles, mais avec quand même une trame d'ensemble à laquelle on va le ramener régulièrement. Et le lecteur va faire son boulot très très bien parce qu'il est habitué, parce qu'il a énormément lu, parce qu'il a, lui, digéré très très bien déjà tous les romans du 19 et 20e siècle, et que donc on peut le débouler. Et ouais, ça, je crois que c'est un des trucs, c'est quelque chose une des choses importantes en tant qu'auteur que j'ai découvert ces derniers temps, c'est que le lecteur fait très bien son boulot. Et vous, ce sont les romans du 19e siècle qui vous ont donné envie d'écrire? Non, en tout cas, c'est ceux que j'ai lus et qui m'ont marqué. Je pense que m'a plus donné envie d'écrire Bukowski ou Cathy Hacker de façon directe ou Elroy, mais que j'ai vraiment lu et relu et qui m'ont façonné et auxquels on voit bien quand on lit ce que je fais que je n'ai pas cherché à faire autre chose. Ce sont des romans du 19e siècle. Et les Russes? Les Russes, ouais. Et les Russes, Dostoïevski chez les Russes essentiellement. Ouais. Et je pense que si on le prend comme ça, c'est assez évident que j'ai beaucoup lu Dostoïevski étant jeune. Enfin, il y a quelque chose, mais c'est vrai, parce qu'il y a j'ai rien comme Dostoïevski, mais on voit bien qu'il y a quelque chose sur l'intensité, sur la folie, qui notamment dans mes premiers romans me travaille beaucoup. Dostoïevski m'a beaucoup marqué. Ouais. Est-ce que vous écrivez, avec la bibliothèque, est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que vous lisez avant de commencer, vous lisez pendant, vous nourrissez? Au début, les deux premiers tomes, je lisais un auteur différent par voix. Ça, j'avais commencé à le faire avec le roman précédent, Apocalypse Bébé, qui était déjà quelque chose comme ça, on passait d'une voix à l'autre. Et je m'étais rendu compte que si je lisais pendant 2 jours à fond, alors des fois c'est bizarre parce qu'on ne retrouve pas du tout l'auteur que j'ai lu, c'est pas un plagiat ou c'est pas à la manière d'eux, je suis incapable de le faire, mais je sentais que ça me mettait à chaque fois dans une espèce de rythmique qui me permettait de changer vraiment de voix, parce qu'il y a plus de rupture de ton dans Apocalypse Bébé encore que dans Verdun Subutex, et que cette rupture de ton, elle était vraiment encouragée si je me mettais à fond dans un auteur pendant 2-3 jours avant de commencer à écrire le chapitre. Ouais. Et après pour le troisième, non, parce que là,
quelque part maintenant, je connais c'est une forme que je connais maintenant, Subutex. Pour le dernier, j'avais plus besoin d'avoir recours à ça. Si je pense à un personnage comme Xavier, je pense à Xavier et je rentre dans Xavier. C'est comme ils sont là, quoi. Et c'est la voix au départ. Au départ, ouais. C'est la voix. Après, pour créer un personnage, pour moi, c'est très important, même si je ne le dis pas, de savoir comment il est habillé et où est-ce qu'il habite. Sa maison, quoi. Son quartier, comment c'est chez lui. Ouais. Pour moi, c'est. Après, je ne vais pas systématiquement le faire, mais si on regarde, je le fais assez régulièrement, hein, de décrire la maison des gens. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi avant de commencer le personnage. Parce qu'au fond, ces personnages, enfin, on les voit sans les voir. C'est-à-dire que ça marche au détail. Par exemple, Charles, c'est les baskets. Véro, c'est les sacs en plastique. Voilà, et chacun a son détail. Son détail, et même des fois des détails, parce que le fait, je crois, si moi je m'imagine comme lectrice, le fait qu'elle écoute Barbara, à la fois c'est inattendu, à la fois ça la situe vraiment quelque part. Ouais. Mais sur des choses comme ça, je travaille beaucoup en réfléchissant à quelle est mon expérience de lectrice. Qu'est-ce qui fait que dans un livre, des fois c'est surprenant parce que le mec a des chaussures jaunes et je vois bien que c'est important que le mec a des chaussures jaunes et en même temps on s'en fout, mais non, en fait ce détail des chaussures jaunes est ce qui fait que moi j'ai commencé à vraiment imaginer ce personnage super bien. Donc si moi je suis attentive à ce qui m'arrive comme lectrice, je peux commencer à comprendre des choses sur ce que je dois faire comme auteur. Et parfois des choses, parce que ça, dans un beau l'agneau, il y a une meuf qui a des chaussures jaunes et c'est vraiment important qu'ils le disent. Et pourtant, mais c'est comme ça que moi je le visualise, le personnage. S'il ôte cette ligne où elle a ses chaussures jaunes, je lève pas le personnage de la même façon, quoi. Mais c'est comme si vous ouvriez une trappe. C'est-à-dire, par exemple, Véro, voilà, on la situe assez bien. C'est la compagne de Charles, c'est un couple d'alcooliques. On voit à peu près le décor, etc. Et puis à un moment, elle écoute Barbara et c'est comme si ça ouvrait une trappe dans le plancher et qu'on allait dans le souterrain. C'est vrai que c'est drôle ce qu'on fait comme lecteur, de toute façon. Nous, notre travail de lecteur, enfin là je suis écrivain, je suis auteur là-dessus, mais le reste du temps je suis lectrice. Ce qu'on fait quand on est lecteur, c'est extrêmement étonnant. Ce qu'on assemble, nous, et l'essentiel du travail, il faut bien comprendre que c'est nous qui le faisons quand on lit quand même. Le récepteur qui fait que réellement on déploie ou pas le livre, c'est vraiment le travail qu'on a nous comme lecteurs. Et quand on réfléchit aux éléments qu'on a dans un livre, si on réfléchit à ce qu'on a imaginé d'un livre et qu'après on se réfère réellement à ce qu'on avait sur les pages, en vérité on n'a que dalle. Mais il faut qu'il y ait 2-3 bonnes clés pour qu'on puisse... Et on lève à la fin d'un livre, on connaît le film en entier, on a tout vu. Mais si on recherche, par exemple parce qu'on écrit des livres et qu'on se dit mais alors comment est-ce qu'il a fait techniquement pour que... Il n'y a rien. Il y a 3 objets sur la table, 2 éléments de langage et une odeur. Et nous, lecteurs, on a déjà fait tout le boulot, quoi. C'est comme quand on était petit et qu'on faisait qu'on reliait des petites croix à la con, il met 4 croix et c'est nous, on va faire Notre-Dame, quoi. Et ça, j'aime bien. Ces personnages sont tous plus ou moins fortement touchés par la crise, frappés par la crise à un moment. Et dans le tome 3, j'ai l'impression que le discours politique qui était latent sort de manière plus franche, notamment à travers Nuit debout, puisque certains des personnages vont aller même camper à Nuit debout. C'est le cas de Olga qui va devenir la passionnariat du mouvement, qui va monter sur sa caisse rouge et balancer comme ça de tout ce qu'elle a sur le cœur. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté-là de écrire vraiment des discours politiques, Non, mais Olga, elle est toujours bien pour ça. Ouais. Ce personnage de Olga, parce que déjà dans le premier, c'est un super véhicule pour raconter un autre point de vue qui était peu exprimé par les autres personnages. Et c'est vrai que comme il y a eu Nuit debout, j'ai mis Olga debout à Nuit debout. Et effectivement, c'est sorti comme ça. Il me paraissait bien parce que me paraît intéressant d'exprimer des discours de haine raciale, de misogynie, d'homophobie, de les faire apparaître dans le roman, mais il me paraissait aussi intéressant de faire émerger d'autres types de discours, des discours plus d'une gauche plus traditionnelle et plus tout à fait fervente et très en colère. Donc Nuit debout, moi je l'ai utilisé pour ça, et Olga, elle était parfaite pour se promener dans Nuit debout avec un mégaphone en train de raconter un peu ce qu'elle pense surtout, quoi.
Mais elle le fait de manière très frontale, mais à mesure que le livre avance, certains autres personnages construisent un peu leur discours. Je pense au personnage de Patrice ou même à Xavier. Voilà, mais c'est pas les mêmes discours, Patrice et Xavier. C'est pas les... Et ça, c'était déjà le même jeu de ping-pong dans le premier tome. Patrice prenait déjà en charge comme ça un discours un peu post-syndicaliste, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé énormément, notamment à la Poste, mais pas seulement, qui a travaillé vraiment et qui a milité. Et donc, il prenait déjà en charge ce discours-là, et là, il le reprend. Et je crois qu'on peut dire que 2 ans après, oui, il y a pas mal de gens qui sont encore plus en colère qu'il y a 2 ans. Parce qu'on a encore plus l'impression que les choses vont dans un sens très particulier, qu'elles vont dans ce sens à toute vitesse, qu'on essaie de nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre sens possible, et qu'il y a une sensation d'injustice, d'urgence et qui est plus vive qu'il y a 2 ans. Et aussi, c'est vrai que, honnêtement, Nuit debout, moi j'ai l'impression longtemps que je n'avais pas vu un rassemblement de ce genre en France. Vous y êtes allé beaucoup ? J'habite à côté. C'est vrai, moi je me déplace pas dans Paris, donc ce sera ailleurs, j'y serais pas allé, mais là c'était en bas de chez moi, donc je suis allé très souvent. Voilà. Mais pas parce que ça m'intéresse, hein, mais il y a des choses qui m'intéressent et j'y vais pas. Mais là, comme c'est à 10 minutes, voilà. Mais là encore, on vient de vivre des élections et on se dit ah bah oui, c'est une France qu'on n'entend pas, qu'on voit pas, et on se retrouve avec un FN à 30%. Dans votre livre, depuis le tome 1, on les entend, ces gens, on les voit. C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Mais on se retrouve avec un FN à 30%, mais aussi avec 70% d'autres choses quand même. Il ne faut pas tout le temps Bien sûr, mais il y a aussi cet aveuglement d'une certaine catégorie de population qui refuse d'entendre, de voir les gens qu'on trouve dans votre livre. Ouais, je pense pas que ce soit un aveuglement. Moi, comme je peux me tromper, mais je pense que c'est pas un aveuglement du tout. C'est une décision très consciente qui n'en ont rien à foutre. Donc, mais ils veulent pas entendre. Non, moi j'ai même la sensation quand je parle avec des gens qui sont un peu à patrimoine, quoi, de gauche, que là ils sont en train de se préparer depuis Nuit debout justement, et je le crois sincèrement, ils sont en train de se préparer psychologiquement à l'idée qu'à un moment donné on va tirer dans la foule, qu'on fera 300 ou 400 morts pour arrêter les... Et ils sont en train de se préparer psychologiquement ce jour-là à dire ah ouais mais on pouvait pas faire autrement, ces gens sont trop méchants, ils étaient trop énervés, il fallait bien les arrêter. Ils sont, je le crois sincèrement, des gens très riches aujourd'hui en France sont en train de se préparer réellement à tuer les pauvres, en tout cas les insurgés, et ça fait un moment qu'ils sont en train, je le crois, et encore, je vous ai déjà dit que des fois je prévoyais des trucs qui se passaient pas, donc je peux me tromper, mais je crois, et je les vois faire, j'ai l'impression de les voir faire, oui, ils sont en train de se préparer à tuer les insurgés. Et leur façon de traiter Nuit debout dans la presse, je crois qu'il n'y avait rien de... c'était pas innocent que les Nuits debout soient présentées, alors que franchement quand il y allait c'était des gens en train de manger des crêpes et de discuter, c'était pas et des gens on les connaît, c'est des gens, mes parents étaient comme ça, moi je suis comme pas des militants de gauche, on est comme ça depuis longtemps quoi, et qu'ils aient été présentés comme des bêtes furieuses pour 4 ou 5 casseurs à chaque fois, alors que la police a été d'une violence qu'on n'avait jamais connue, c'est une police qui était d'une violence espagnole, c'est-à-dire c'est pas la police française depuis 1900, la fin des années 60, la police française était quand même intervenue d'une façon beaucoup plus modérée et mesurée. Que là, c'était vraiment un déferlement de violence. Et je crois, quand j'entends les gens plus bien placés, qui sont réellement en train de se dire mais ces gens sont des bêtes furieuses, donc il va bien falloir les abattre, et qui sont en train, si dans 1 an on tire dans le prochain Nuit debout, eux ils sont psychologiquement prêts à dire on pouvait pas, c'est des terroristes. Et on sait bien comment on doit traiter les terroristes. Et je le crois. Je crois que c'est ce vers quoi on avance et que c'est assez conscient d'une certaine partie de la population. Vous avez dit plusieurs fois que vous prévoyez des choses qui ne se passaient pas, mais en tout cas, on va pas révéler la fin de ce livre, surtout pas, mais en tout cas, à un moment, vous faites de la prospective. Ouais, heureusement que des fois je prévois, parce que si c'est vrai, on est dans la merde. On espère que non, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire 2 mots de cette envie de faire de la prospective, même si on ne révèle pas ce qui se passe de la toute fin, vous voulez dire? C'est compliqué de parler de la toute fin sans parler de la toute fin en même temps, alors... Ah voilà quoi. Alors on reste au présent. On va rester au présent.
Mais peut-être qu'il fait chaud et qu'on est bien. Ouais. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Ah oui. Ouais, parce que je crois que je vois les gens qui souffrent en fait. Alors, dis-moi, je parle, ça va, mais vous, c'est pas pareil. On va s'arrêter là sans parler de la toute fin. Ouais. Juste dire que vous vous prêtez à une séance de dédicace avec la librairie de l'Atelier, et puis dire aussi que les 26, 27 et 28 juin à 20h, ici à la Maison de la Poésie, vous proposez une performance autour de Pasolini. Une performance peut-être pas, quand même, une lecture. Une lecture musicale. Voilà, avec le groupe Zéro et avec Béatrice Dalle. Voilà. Merci d'être venu. Merci.